Salut et bienvenue dans Avocat, l'émission juridique que vous attendez chaque semaine, bien sûr, sur votre chaîne préférée, également quand vous le souhaitez sur le www.avocat.net pour revoir en replay toutes les émissions, celles les plus récentes et puis même les premières émissions avec tous nos avocats qui vont répondre à toutes vos questions, les questions que vous leur adressez bien sûr quand vous le souhaitez sur le www.avocat.net dans tous les domaines du droit d'ailleurs. À mes côtés aujourd'hui, trois avocates que vous connaissez si vous êtes des fidèles de l'émission. Tout d'abord, maître Dalia Arfi El-Kaïm, avocate au barreau de Paris. Bonjour Dalia. Bonjour Yves. Droit commercial aujourd'hui, vous êtes interrogé. À vos côtés, maître Dominique Benatar, avocate au barreau de Paris. Dans les baux, alors vous c'est les baux. Hein. Ah oui, raison, un tant qu'à faire. Oui, oui. Autant choisir les baux. Oui, oui, vous avez bien raison. Une question sur les baux commerciaux aujourd'hui. Hein. Parfois on parle de bail commercial, aujourd'hui on change un petit peu. Puis à vos côtés, maître Nadine Holzer qui est avocate au barreau de Paris. Droit de la famille, bonjour Nadine. Bonjour Yves. Ça va bien? Très bien. On commence par maître Dalia Arfi El-Kaïm, donc une question de Jo 94, hein, c'est aujourd'hui, voilà, nous saluons. J'imagine qu'il habite dans le Val-de-Marne, hein, sinon je ne comprends plus rien. Voici sa question. Je dois créer une société pour exploiter le restaurant que je vais acheter. Bon, félicitations à Jo qui va acquérir un restaurant, mais il hésite encore entre faire une SARL ou une SAS. Et il nous demande quel modèle je dois choisir. Quel est votre conseil à vous? Alors déjà, il ne va pas se mettre en entreprise indépendante, c'est déjà très bien. Il a choisi de créer une structure morale, donc il va être protégé par le biais de cette structure morale. Et alors il nous parle de la SARL et de la SAS, et effectivement, ce sont les deux formes de société qui sont le plus usitées actuellement par les entreprises qui démarrent, notamment donc pour exploiter un restaurant. Alors, pourquoi pas une SARL? Alors, une SARL, c'est un système de fonctionnement qui est très encadré par la loi. Société par action. On ne peut pas faire ce qu'on veut. SARL, société à responsabilité limitée. Voilà, on rappelle ce que c'est. Qui est très encadré par la loi. Il peut y avoir un seul associé, dans ce cas-là, on appelle ça l'EURL, ou plusieurs associés, dont la responsabilité va être limitée au montant des apports qui auront été faits. On peut avoir des apports en numéraire, en industrie, des apports en nature, comme par exemple amener un fonds de commerce. Donc effectivement, ça présente certains avantages. La responsabilité des associés, comme son nom l'indique, est limitée. C'est dans l'intitulé de la société, voilà. C'est vraiment le principe, c'est qu'on limite la responsabilité. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Parce que s'il y a une faute de gestion de la part du dirigeant, il faut faire attention parce que du coup, effectivement, on peut aller au-delà et la responsabilité du dirigeant peut être engagée sur son patrimoine personnel. Donc il faut quand même... tout, hein, avec une SARL, voilà, si même on avec une SARL, et pour la SAS, SAS, on évoquera très rapidement après, c'est un petit peu le même principe. Alors l'avantage, effectivement, donc c'est cette responsabilité. La possibilité de mettre en place des partenariats, vous pouvez ouvrir le capital social à des tiers, à condition de respecter la procédure d'agrément qui est très encadrée par la loi, et bien vous pouvez céder des parts, donc faire rentrer des nouvelles personnes dans la société. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi au niveau de la SARL, c'est que le gérant de la SARL, dès lors qu'il n'est pas majoritaire, c'est-à-dire qu'il est égalitaire ou minoritaire, peut être gérant salarié de la société. Il ne faut pas qu'il ait plus de parts. Il ne faut pas qu'il soit majoritaire. Pas majoritaire. 50. Il peut être gérant salarié. Salarié, du coup bénéficier de la protection sociale, cotiser pour la retraite. La seule chose, c'est que si la société dépose le bilan, eh bien, il n'aura pas le droit à l'indemnisation chômage du fait donc de ce statut spécifique. Donc c'est quand même un avantage. Et puis aussi, on peut faire rentrer le conjoint. Voilà, donc cette personne, ce téléspectateur, a peut-être une épouse qui a restaurant pour travailler. Voilà, il a peut-être envie de travailler avec son épouse. Et bien du coup, il pourra la faire bénéficier du statut de conjoint collaborateur, c'est-à-dire qu'elle va travailler tout à fait légalement, mais sans pour autant la salarier. Eh bien, elle va pouvoir bénéficier de d'une protection sociale et donc avoir ce statut particulier. Il y a 3 statuts pour les conjoints. On l'avait évoqué dans une autre émission. Mais ça, c'est très intéressant, ce statut de conjoint collaborateur. On peut travailler avec son épouse et puis elle profite des avantages également. Alors, les inconvénients, on ne peut pas avoir plus de 100 titulaires de parts sociales. Et il y a un formalisme très rigoureux au niveau de la SARL qui est très encadré. Donc, voilà. Alors, la SAS... Très rapidement, la SAS, pareil, il peut y avoir qu'un seul associé. Simplifié, cette fois. À part action simplifiée, il peut y avoir qu'un seul associé. Il n'y a pas de capital social minimum, comme dans le cas de la SARL. On a une responsabilité limitée à hauteur des apports. On peut faire effectivement aussi des apports en industrie. Mais là, le capital social doit être intégralement souscrit à la création et il peut être libéré intégralement, uniquement, il doit être libéré, mais uniquement de la moitié pour les actions qui correspondent à des apports en numéraire, avec obligation de libérer le surplus dans un délai de 5 ans. Donc ça veut dire qu'il faut être sûr d'avoir l'argent au départ lorsque vous voulez investir. Et alors que la cogérance est possible dans la SARL, là, dans la SAS, nous avons un seul président de la SAS. Donc voilà, ça aussi, président, ce n'est pas un gérant pour la SAS. Voilà. Donc là, il y a une grande liberté dans la rédaction des statuts. Le statut social du dirigeant est celui d'un salarié.
Et donc les inconvénients, eh bien, c'est qu'effectivement, comme on a une grande liberté, on n'est pas encadré dans le cadre de la SRL, donc il ne faut pas faire de bêtises au moment de la rédaction des statuts. Pas de bêtises. Il y a un autre inconvénient aussi, c'est que dans certaines conditions, il faut nommer un commissaire aux comptes et tout ça coûte très cher. Ouais. Donc voilà, alors on ne va pas plutôt dire il faut prendre plutôt une SARL, faire une SARL ou une SAS. C'est vraiment au cas par cas en fonction du projet professionnel que cette personne entend développer. D'accord. Merci beaucoup. Donc, président pour SAS, un gérant pour SARL. On a expliqué également les différences. Merci beaucoup, Dalia. En tout cas, bonne chance pour le restaurant. Puis invitez-nous, on vous dira si c'est bon, c'est déjà principal. À vos côtés, maître Dominique Benatar, avocate dans les beaux commerciaux aujourd'hui. Dominique, avec une question pour vous envoyée par Jean-Pierre de Lyon, que nous saluons. Je suis artisan menuisier et je compte prendre ma retraite. Voilà, et puis aller manger au restaurant de Jo 94. Toutefois, je me sens bloqué car je ne trouve personne pour reprendre mon local commercial dans la même activité et je ne peux pas céder. Que faire? Donc il est artisan, il veut partir, mais il voudrait quelqu'un qui reprenne son local commercial, mais il ne trouve personne. C'est une question que de nombreux clients de mon cabinet posent. Et c'est vrai, la fin de l'activité, quand on est artisan ou commerçant et qu'on a un local commercial, on voudrait bien avoir le fruit de son activité par une cession. Et c'est vrai que quand on ne peut pas, et la plupart du temps, pour ce type d'activité, on ne trouve pas quelqu'un qui exerce dans la même activité. Là, il a une activité particulière qui demande... L'artisan, il est artisan menuisier. Donc, ce n'est pas obligatoirement facile de retrouver quelqu'un qui va reprendre cette activité. La loi permet au locataire qui prend sa retraite de céder son droit au bail dans une autre activité. Alors, ce qui est effectivement très important, parce que sinon, la plupart des... C'est un avantage. C'est un avantage, mais sinon, la plupart des locataires commerciaux, effectivement, sont obligés de remettre les clés sans avoir un peu le fruit de leur travail et le fruit du droit au bail. Et par contre, c'est une procédure qui est une procédure un peu difficile, complexe et qui nécessite le conseil d'un avocat. Il faut notifier un acte extrajudiciaire pour indiquer au propriétaire bailleur qu'on entend donc prendre sa retraite et dans ce contexte céder son droit au bail. On doit indiquer le prix de cession. On n'a pas d'obligation d'indiquer le nom du repreneur, du cessionnaire. Et après cette dénonciation par voie d'huissier, le propriétaire a 3 possibilités. Il doit répondre dans un délai de 2 mois. Il a une possibilité de préemption, donc il a le droit de racheter lui le droit au bail, s'il veut relouer après à quelqu'un d'autre dans le cadre d'un bail qui serait un bail libre. Ouais. Il a un droit d'opposition s'il a quelque chose à dire sur cette cession, en disant je pense qu'on doit donner l'activité. Je pense que l'activité est incompatible avec le secteur. Il peut y avoir des clauses de non-concurrence. Donc il s'oppose en fait à ça à ce moment-là, il s'oppose, ou alors il accepte la cession. Il accepte la cession, alors il peut l'accepter de façon concrète, ou il peut l'accepter par son silence. D'accord. Donc en fait... son silence pendant le délai de 2 mois. Donc c'est pas complètement perdu pour notre ami Jean-Pierre qui n'arrive pas à trouver un autre artisan menuisier. Il faut qu'il étende ses recherches à d'autres activités. Donc ça c'est la bonne nouvelle, et c'est vrai qu'on pense qu'on doit rester dans la même branche et sinon c'est perdu. Là, c'est pas le cas. Et donc, comme vous l'avez dit, on notifie au bailleur. Merci beaucoup, ma chère Dominique. À vos côtés, pour terminer, dernière question en droit de la famille. Il y a beaucoup de choses à dire, mais Nadine Holzver va essayer de nous faire une synthèse en 3 minutes. C'est un défi que je vous lance. C'est pas simple. C'est sur le PACS. C'est gentil. Alors, c'est Édouard d'Ivry-sur-Seine. Est-ce que vous connaissez Édouard d'Ivry-sur-Seine? Est-ce que vous... Très sympathique, grand garçon, sympa. Alors voilà ce qu'il nous écrit, Édouard. Ma compagne et moi hésitons à nous paxer. Alors il demande tout simplement, puisqu'il hésite, quels sont les avantages et les inconvénients. Alors je pense qu'il y a plein d'avantages, plein d'inconvénients. Qu'est-ce qu'on peut dire vraiment? Quelques avantages rapides et quelques inconvénients rapides, et puis il fera son idée. L'avantage, Yves, c'est qu'on a déjà un petit contrat. Donc on ne fait plus n'importe quoi. On s'est engagé. Voilà. Donc on s'est engagé à avoir une vie commune. On s'engage à avoir une assistance réciproque. On s'engage à aider matériellement l'autre. Donc vous voyez, on se rapproche un petit peu des couples mariés.
On est engagé aussi, on a une protection en cas de décès de son partenaire pacsé, donc voilà. Et on a un avantage fiscal au niveau de l'impôt sur le revenu, au niveau de l'ISF, et on a des avantages au niveau des droits de succession. Mais, alors là... Parce que c'est quand même pas mal d'avantages. Eh bien, mal d'avantages. Ça a l'air Mais d'être attention, bien, ça a l'air d'être bien. attention, Ah, attention. Quand on se paxe, on n'hérite pas systématiquement en cas de décès de son partenaire. Il faut avoir fait à côté un testament. Si on ne l'a pas fait, on a droit à rien. Bah oui. Voilà. Donc, et par contre, là, il y a un petit inconvénient. C'est-à-dire que si on n'a pas d'enfant, ni d'un côté ni de l'autre, ensemble ou séparément, dans le testament, on peut dire, ouais, à ma mort, je veux donner tout à l'autre, il m'arrive quelque chose, et effectivement, exonération des droits de succession, comme pour les conjoints mariés. Mais s'il y a des enfants, on ne peut pas léguer à son partenaire pacsé plus que ce qu'on appelle la quotité disponible. C'est-à-dire, voilà, les enfants sont réservataires. Donc là, effectivement, il y a un inconvénient, il y a une différence notable par rapport au conjoint. Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis, l'inconvénient aussi, c'est en cas de rupture, si on habite chez l'autre. Parce qu'il n'y a aucune protection. Voilà, on est pacsé. Il y en a un qui est propriétaire de l'appartement. L'autre, il y habite. Du jour au lendemain, on s'est dépaxé. Eh bien voilà, au revoir, t'es chez moi, va-t'en. Et il n'y a pas de protection. Il n'y a pas cette notion de domicile conjugal. Oui, il n'y a pas cette notion de protection. On ne peut pas saisir le juge pour dire « moi, je voudrais y rester parce que finalement, moi, j'ai les 3 enfants. » Oui, mais tu n'es pas chez toi. C'est le droit de propriété qui va primer sur le droit, effectivement, de la personne pacsée. Donc ça, c'est un inconvénient. Ouais. Vous avez aussi, pour conclure, parce qu'on va dépasser le défi, Nadine. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Aussi, quand on est pacsé, on perd certains avantages. Vous avez des personnes qui touchent le RSA, ils vont se paxer, ils vont toucher pour un couple. Alors du coup, ils ne vont pas le faire. Ah oui, c'est vrai. Donc, oui, mais bon. Oui, il faut penser à tout. Il faut penser absolument à tout. Ouais. Et c'est très important. Donc là, je reviens à ce que je disais. Comme le pacte, c'est quand même un contrat. Si on a prévu des choses, alors bon, je pourrais vous parler des meubles, parce qu'évidemment, ça aussi, c'est important. Je pourrais vous parler en cas de location. On fera ça une autre fois. Oui, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc si on a pensé à tout en ayant fait son contrat, et bien, si jamais on rompt le pacte, ça sera plus simple. Si on ne l'a pas fait en amont, on va se retrouver dans des ennuis pas possibles. Donc, soyez prévoyants, faites un bon contrat, prévoyez tout dans le pacte. Ce sera plus simple en cas de rupture, ce qu'on ne vous souhaite pas, bien sûr. Mais parfois, il y a des ruptures de pacte comme des divorces. Il vaut mieux faire attention au début. Merci beaucoup, Marie. Parfait, 3 minutes, c'était parfait. Bravo. Merci à toutes les 3 pour la réponse à toutes ces questions. On vous retrouve très bientôt pour un autre numéro d'avocat. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions www.avocat.net. On attend toutes vos interrogations avec plaisir. À très vite, au revoir.